Alors, comment est-ce qu'une des plus belles idées de l'humanité, l'idée de s'émanciper par la raison, a pu donner naissance aux pires catastrophes de l'histoire? C'est vraiment le paradoxe fascinant et un peu terrifiant qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Cette phrase, elle est saisissante et elle résume parfaitement le cœur de notre enquête. Imaginez ça, un projet de libération qui, peu à peu, se transforme en son exact contraire, un contrôle total. Ça paraît défier toute logique et pourtant, on va voir qu'il y a derrière tout ça un schéma presque mécanique et absolument terrifiant. Donc la question centrale, c'est bien ça. Comment une idée qui veut libérer finit-elle par tuer? Pour y répondre, on va suivre cette idée, la raison, un peu comme on suivrait un virus. Un virus symbolique, ce qu'on appelle un mème, qui va muter à travers les époques, changer de visage pour devenir à chaque fois un peu plus dangereux. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord parler de ces idées qui mutent, ensuite on verra s'il n'y a pas un schéma caché dans l'histoire, on plongera dans la naissance de la terreur pendant la Révolution française, puis on analysera la mutation létale de la raison, et enfin on se posera la question des échos à notre propre époque. Ok, c'est parti. Le schéma à cacher de l'histoire. L'idée fondamentale ici, c'est que les grandes crises, les grands basculements historiques, ce ne sont pas juste des accidents, des hasards, non. Elles suivent un modèle, une sorte de plan directeur, un schéma qui se répète et qui est presque toujours lié à une chose, l'effondrement du système de croyances qui tenait une société debout. Et pour comprendre ce schéma, on a besoin d'un outil conceptuel, le mème. Alors non, pas les images drôles sur Internet, mais au sens premier, une idée, un comportement qui se propage dans une culture, un peu comme un gène. Et l'idée de raison, eh bien c'est un mème d'une puissance incroyable. Un mème qui n'a cessé de muter de façon spectaculaire depuis son apparition au siècle des Lumières. Et voilà ce fameux schéma. Il se déroule en 5 phases. Phase 1, l'effondrement du sens. Tout ce en quoi les gens croyaient, eh bien, ça ne tient plus la route. Phase 2, pour combler ce vide, plein de nouvelles idées, de nouveaux récits apparaissent. C'est la compétition des visions du monde. Phase 3, inévitablement, la polarisation. La société se fracture en 2 blocs. Et c'est là que ça devient dangereux. Phase 4, la purification violente. Un des 2 camps décide que pour imposer son monde, il doit éliminer l'autre. Et enfin, phase 5, un nouvel ordre émerge des ruines qui stabilise la société, du moins pour un temps. Il faut vraiment garder ce modèle en tête, c'est la clé pour comprendre toute la suite. Bon, maintenant qu'on a le modèle, appliquons-le. On va le mettre à l'épreuve sur son premier grand cas d'école historique. Direction la France, à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution. On est là en plein dans la phase 1, l'effondrement du sens. Imaginez la scène. La monarchie, qui tenait son pouvoir de Dieu, perd complètement son autorité sacrée. Le clergé lui-même est divisé. Et pendant ce temps, une nouvelle classe, la bourgeoisie, monte en puissance, avec une nouvelle foi, une nouvelle religion presque, la raison. Bref, l'ancien code qui unissait le royaume, il ne fonctionne plus. Et regardez bien cette bascule, c'est fondamental. La révolution, ce n'est pas juste un changement de régime politique, c'est beaucoup plus profond. C'est un véritable transfert du sacré. Le sacré quitte le religieux pour venir s'incarner sur terre, dans une sorte de nouvelle trinité, le citoyen, la vertu civique et la nation. C'est une opération d'ingénierie symbolique absolument redoutable. Et là, c'est le point de bascule, le moment où tout dérape. La raison, qui était un outil pour se libérer, devient une discipline, une norme. L'humanité doit mériter la raison. Et la question qui tue, c'est « et que fait-on de ceux qui ne la méritent pas ?» Eh bien, ils deviennent des ennemis, des obstacles à éliminer. La porte est grande ouverte pour la phase 4 de notre schéma, la purification violente. C'est ça, la logique implacable de la terreur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce même de la raison, il va continuer son chemin. Plongeons maintenant dans le 19e siècle pour voir comment il va muter à nouveau et devenir encore plus létal. Cette chronologie, elle est vraiment parlante. Regardez bien ce glissement. En 150 ans à peine, le projet de créer un homme nouveau passe du terrain moral au terrain biologique. L'idée n'est plus d'éduquer le citoyen pour le rendre vertueux, non, l'idée devient de sélectionner la vie. La raison change complètement de nature. Elle n'est plus inscrite dans la loi, elle prétend s'inscrire dans le sang. Et qu'est-ce qui rend cette mutation possible? C'est l'arrivée d'une nouvelle religion en quelque sorte, le scientisme. La science récupère toute l'autorité et le prestige de la religion. C'est elle qui promet le salut, mais par la connaissance. Et avec cette nouvelle foi, vient un nouveau clergé. Les scientifiques, les experts, les ingénieurs. Pour eux, l'humanité n'est plus une communauté d'âmes. Non, elle devient un matériau vivant qu'on peut mesurer, classer et surtout optimiser. Cette comparaison est glaçante. Elle montre bien la mutation à l'œuvre. Le projet, au fond, reste le même. Refaire l'homme, créer un homme nouveau. Mais la méthode, elle, a changé de nature. On passe d'une purification morale, celle des idées, à une purification biologique, celle des corps. La vertu civique est balayée au profit du culte du corps saint, de la race pure.
Et pourtant, il faut bien le comprendre, ces deux projets, aussi différents soient-ils en apparence, viennent du même endroit. Ils sont deux mutations d'un seul et même code originel, ce désir fou de refaçonner l'humanité au nom d'une rationalité devenue absolue. Ce tableau, c'est un peu le résumé de toute cette spirale infernale. On voit bien comment, à chaque étape, le même de la raison change de rôle, mais développe une nouvelle pathologie de plus en plus grave. On part de la raison qui libère, mais qui engendre la violence purificatrice. Puis on a la science qui veut sauver le monde, mais qui mène à la technocratie froide. Pour finir avec une raison qui prétend organiser la nature elle-même, et qui aboutit au génocide et à la perte totale de sens. Ok, mais tout ça, ce n'est pas juste une leçon d'histoire. La question qui se pose, la question vraiment importante, c'est est-ce que ce schéma, ce cycle, est-il en train de se répéter là, maintenant, sous nos yeux? Eh bien, il suffit de regarder un peu autour de soi pour voir des parallèles assez troublants avec la phase 2, celle des récits qui s'affrontent. Les grands récits qui ont structuré le XXe siècle, la croyance dans le progrès, les grandes idéologies, tout ça semble en miettes. Et à la place, une multitude de nouvelles visions du monde qui se battent pour prendre la place, chacune avec sa propre définition du bien, du mal, de l'avenir. C'est une véritable bataille pour le sens. Et pour les autres phases? La polarisation, la phase 3, on la vit tous les jours, non? Ces deux blocs qui se font face, qui ne peuvent plus se parler. Mais c'est surtout la phase 4, la logique de purification, qui devrait vraiment nous alerter. On l'entend de plus en plus, cette rhétorique où l'adversaire n'est plus quelqu'un qui se trompe. Non, il devient une menace existentielle. Et quand on commence à penser que l'autre est un poison à éliminer plutôt qu'un opposant à convaincre, on n'est plus très loin de la logique qui ait justifié les pires horreurs. Et ça nous amène au risque ultime. Le danger d'une rationalité qui serait devenue purement technique, gestionnaire, un système qui tourne à vide, obsédé par l'efficacité, l'optimisation, le contrôle, mais qui a oublié de produire du sens. Toute l'énergie de la société serait utilisée juste pour faire tourner la machine, sans même savoir pourquoi elle tourne. C'est une sorte d'épuisement du sens, une entropie morale. Et l'histoire nous montre que c'est souvent ce qui arrive juste avant l'effondrement. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Une question un peu vertigineuse. Si ce schéma qu'on a vu se répète, si on est bien dans cette phase de fragmentation, de polarisation, alors ça veut dire qu'on ne vit pas juste une simple crise politique, ça veut dire qu'on est peut-être au seuil d'une nouvelle mutation, une mutation profonde du code même qui organise notre civilisation. La question est donc posée. Le code de l'histoire est-il en train de muter, à nouveau?